Tout d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent pour le premier numéro d'INSEAD Business Angel Knowledge Sharing. Rapidement, INSEAD Business Angel, ça a été créé en 2012. Nous étions autour de la table 4. Patrick Giry-Loison qui est ici présent, Jacques Baudier, Valérie Koskas et moi. Et donc, c'est comme ça qu'on a relevé le défi de créer INSEAD Business Angel. Aujourd'hui, donc à peu près 8 ans après, on a une quarantaine de sociétés en portefeuille. On a mis plus de 4 millions d'euros au travail. Et l'année dernière, en 2019, on a été le 6e réseau de Business Angel membre de France Angel. On a investi plus d'1,2 million dans 8 sociétés en 2019. Voilà, et donc c'est Patrick Giry-Loison qui a eu l'idée de se dire, avec notre historique et notre expérience, ça serait intéressant de faire des talks entre une société, une start-up dans laquelle on a investi et un business angel. Voilà, donc vous serez les premiers à assister à cette manifestation aujourd'hui. Je vais passer la parole à Patrick. Mille merci d'avoir été là. Merci beaucoup à tout le staff et à Magali, que l'on ne voit pas là, mais qui, sans elle, beaucoup de choses ne tourneraient pas rond. Merci encore Magali Ray du staff de l'association. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Patrick, à toi. Merci, merci Guillaume. Et effectivement, l'idée, dans ces 45 minutes, c'est de faire un retour d'expérience, un partage d'expertise, de se dire des choses un peu franchement aussi, de se dire la vérité, c'est ce que Carole et Olivier ont promis de faire, parce qu'on s'est dit qu'après plus de 7 ans d'existence, on avait énormément de savoir commun et qu'il était intelligent et intéressant pour nous de partager avec l'ensemble de la communauté au sens le plus large, de toutes les pratiques et puis de la maturité qui s'est développée au fil des années sur les différents sujets, dont en particulier la gouvernance qui va être traitée aujourd'hui. Et l'intention, comme le disait Guillaume, c'est si cette session, vous la trouvez intéressante et si il y a une demande, c'est de continuer au cours de l'année de réaliser ce type de webinaire qui viendront s'insérer un petit peu entretoisés avec les sessions de pitch qu'on a 5 fois par an pour permettre aux uns aux autres à la fois de restituer puis de donner un petit peu un coup de zoom sur les startups que nous accompagnons, dont on est évidemment très très fiers. Et puis on va démarrer tout de suite. Je vais laisser Carole et Olivier se présenter, mais il y a un point particulier. Et c'est à la fois le fait du hasard et pas le fait du hasard. La première start-up qui est présentée, c'est une start-up qui a été fondée et qui est dirigée par une femme. Et on sait combien, dans l'univers des start-up, les femmes sont trop peu nombreuses. Il n'y a pas de raison génétique qui l'explique, hein, moi j'en connais pas. Donc on est particulièrement fiers d'avoir, et ravis que Carole ait accepté de venir essuyer les plâtres et partager ce premier retour d'expérience dans ce dialogue avec Olivier. Et on va scinder ces 40 minutes qui nous restent en 2 temps. Un grand premier temps qui va être laissé à nos intervenants. Et puis le deuxième temps qui est au moins aussi important, qui est un temps de questions-réponses. Et vous pouvez commencer à noter vos questions-réponses dans la zone questions-réponses. Et je les remonterai dans cette session de deuxième partie pour que tout le monde puisse avoir ce feedback et cette interaction. Voilà, je vous laisse vous lancer tous les deux et on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Merci Patrick. Merci Patrick. Donc moi, je suis Olivier Lebel. Donc moi, je suis MBA 90 juin. Et j'ai commencé à investir dans des startups il y a environ 3 ans à travers une société que j'ai créée avec mon fils qui s'appelle Link Tribe Capital. Et nous avons investi depuis 3 ans dans une quinzaine d'entreprises, dont bien entendu Canel. Et peut-être qu'avant de parler de gouvernance, il faut que Carole se présente et puis qu'elle nous raconte ce que fait Canel déjà pour commencer. Ça marche. On commence comme ça. Donc, pareil, ravie d'être là et j'espère que ce partage d'expérience va vous plaire. Je suis donc Carole, la CEO de la startup Canel. Et puis, effectivement, avant qu'on rentre dans le dur, qu'est-ce que fait Canel? Donc, Canel, c'est une solution vidéo B2B pour tous les collaborateurs d'une entreprise.
Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce projet? C'est parce que je pense que vous l'avez tous remarqué, le format vidéo a explosé depuis plusieurs années. Ça s'explique très simplement parce qu'il est engageant, il est humain, il est visuel, qu'il est aussi poussé par tous les algorithmes des réseaux sociaux. Donc, vous avez dû en voir beaucoup ces derniers temps. Et donc, toutes les entreprises cherchent à utiliser ce format. Et avec le contexte actuel, ça a été encore plus mis en valeur parce que c'est le format qui se substitue le mieux finalement aux rencontres physiques et à la vie physique. Sauf que pour les entreprises, ça reste difficile de mettre ça en place parce que c'est coûteux, c'est complexe, ça demande énormément de bandes passantes. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a pensé Canel comme étant vraiment finalement le PowerPoint de la vidéo pour que finalement on puisse enfin rendre ce format facile et accessible à tous. Alors, pour vous dire un petit peu où on en est, donc aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans qu'on a lancé Canel sur le marché. On a plus de 60 clients, voire un peu plus maintenant, qui utilisent la solution et qui en sont fans. C'est principalement des grandes entreprises, donc comme vous pouvez le voir. Donc, on travaille avec Engie, avec Natixis, Servier, Atos. Voilà, on travaille avec beaucoup de boîtes. Et la force de Canel, c'est que c'est un outil qui est demandé finalement dans tous les secteurs. Donc, comme vous pouvez le voir déjà dans certaines des boîtes qu'on présente, on peut très bien vendre Canel dans l'univers du luxe jusqu'à l'industrie, en passant par la food. Vraiment, on a des clients partout. Et dans ces entreprises, donc vraiment dans ce multisecteur, à qui est-ce qu'on vend? On vend bien sûr de manière assez classique à la com, au marketing. Donc, exemple concret, on vient de lancer par exemple un énorme projet chez Atos où ils équipent avec Canel leur réseau de communicants du monde entier. Donc voilà, projet international. Mais notre grosse force aussi, c'est que le besoin de vidéo, aujourd'hui, il est bien au-delà de la com et du marketing en entreprise. En fait, comme c'est le PowerPoint de la vidéo, c'est un outil qui va être utilisé par toutes les fonctions de l'entreprise. C'est comme le PowerPoint, encore une fois. Donc, on travaille aussi bien avec les RH, la formation, les départements commerciaux, l'innovation, les responsables de l'hygiène, sécurité, etc. Et ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui seulement dans les grandes entreprises. Mais on a bien sûr le potentiel d'aller vers tout type d'entreprise et dans le monde entier. Voilà pour les grandes lignes. Alors, Carole, donc, tu nous as parlé un petit peu de Canel. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez fait appel à des business angels Alors, du coup, comme beaucoup de startups, Canel est né d'un pivot. Donc, je pense que vous avez tous en tête ce que c'est. On travaille sur un premier projet, on spot quelque chose d'intéressant et on adapte et on change de projet. Et finalement, on travaillait, nous, sur une application B2C de vidéo et on a eu des entreprises qui sont venues nous demander de faire ça en marque blanche. On a lancé très vite, on a eu une forte traction commerciale et donc, très rapidement, on a été en recherche d'investissement et on s'est tourné vers les BA. Pourquoi les BA? Déjà, la première question, c'était est-ce qu'on se tourne vers des business angels ou vers des VC, donc des venture capitalistes? Et par le montant qui était recherché, est-ce que pouvaient nous amener les réseaux de BA? On s'est tourné vers les BA. Et comment est-ce qu'on a fait ça? Quand on est entrepreneur, on a, on va dire, 2 options. Soit on est déjà un serial entrepreneur, on a déjà plein de contacts de business angels et c'est très bien. Soit pour tout un tas d'entrepreneurs, on va se tourner vers des réseaux. Donc, c'est très, très utile parce que ça va regrouper à travers des réseaux des business angels. Donc, nous, ça nous permet d'avoir des interlocuteurs bien identifiés. Et côté business angel, c'est super parce que le réseau va pouvoir mener en fait une instruction, une analyse et puis finalement réduire le risque du choix des investissements. Et bien sûr, je rajoute juste qu'il y a plein de réseaux de business angels qui existent et il faut choisir le réseau à qui, finalement, auquel on adhère. Tous les réseaux ne sont pas constitués du même type de business angel. Il y en a qui sont plus avec des ingénieurs, il y en a qui sont plus avec des entrepreneurs. Donc voilà, donc nous, on s'est tourné notamment vers l'INSEAD parce qu'il nous correspondait très bien. Alors peut-être vous dire aussi pourquoi moi j'ai investi dans Canel. Donc quand on doit faire un choix, on a un certain nombre de critères, le potentiel, la sortie, l'équipe, le risque, le marché, enfin, etc., etc. Et il y a 3 paramètres majeurs qui nous ont plu dans Canel. Le premier, c'est bien entendu l'équipe.
Donc l'équipe, c'est d'abord Carole, bien sûr, CEO, BizDev, très très pushy, mais c'est aussi Quentin. Quentin, c'est un partenaire qu'on retrouve rarement, je dirais, dans des startups. C'est le gestionnaire, finance, RH, juridique, reporting investisseur, etc. C'est quelqu'un qui est extrêmement précieux à avoir quand on est investisseur, mais qu'on retrouve moins souvent. Et qui est donc très, très précieux pour nous. Et puis, bien sûr, le CTO, Kevin, qui lui apporte toute la technologie. Et puis, c'est logique vu le marché dans lequel se trouve Canel, un créatif, un directeur artistique, je dirais, Soufiane. Voilà, il y a quand même une équipe complète. Et ça, c'est un grand point fort de Canel. Puis deuxièmement, le marché, on l'a dit, le marché de la vidéo, il avance énormément et il tire beaucoup de choses. Et puis, l'attraction, alors aujourd'hui, Carole nous a cité 60 entreprises, quand nous on a investi, il y en avait peut-être 20, mais c'était déjà des belles références et ça nous paraissait très important. Et on voit dans Canel une potentielle licorne française future. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a investi. Alors, peut-être qu'à ce stade, on peut passer dans le vif du sujet, après ce préambule, et parler un petit peu de gouvernance. Alors, la gouvernance, donc, on distingue différents sujets, mais les outils de pilotage, le reporting investisseur et les structures de gouvernance. Donc, on va traiter chacun de ces trois sujets, et on va commencer par les outils de pilotage, et Carole va nous expliquer un peu ce qu'elle a mis en place. Alors, merci Olivier. Effectivement, donc les outils de pilotage, très rapidement, alors déjà en tant que startup, c'est des outils essentiels, mais quand on commence à avoir une relation investisseur, c'est encore plus essentiel parce qu'il faut aussi rendre compte de ce qui se passe dans l'entreprise. Et nous, ça a été super d'avoir finalement un comité stratégique avec de la bouteille sur ces sujets, de l'expérience, parce qu'ils nous ont aidés à mettre en place les bons outils. Voilà, ils nous ont partagé les best practices d'autres startups, etc. Le type de métriques attendu. Et donc, principalement, on a 3 outils de pilotage principaux. Alors, un outil de pilotage commercial, ça paraît assez évident. On va suivre tous nos key metrics, en fait, que ce soit notre chiffre d'affaires, que ce soit notre MRR. Donc, puisqu'on est un logiciel SaaS, c'est vraiment le key metrics pour nous. Mais on va aussi regarder notre taux de churn, l'upsell, est-ce qu'on est capable d'upseller nos clients, etc. Et on va faire ça dans un tableau de pilotage commercial qu'on va partager avec nos investisseurs. On a bien sûr un reporting, on va dire un tableau de pilotage financier. Donc là, c'est quelque chose de plus classique, mais qu'il faut quand même avoir, c'est essentiel. Donc là, on va suivre tout ce qui est flux de trésorerie, le cash en banque, le cash burn. Et avec tout ça, on va être capable d'établir différents scénarios sur les mois à venir pour voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on doit aller et puis surtout où est-ce qu'on ne doit pas aller, c'est-à-dire le mur. Donc voilà, donc ça, on suit ça avec beaucoup d'attention. Et ensuite, puisqu'on est forcément un produit technologique, il y a un tableau de pilotage technique qui est crucial chez nous. Et donc là, c'est le petit extrait que je vous ai placé ici. Concrètement, ça va nous permettre de suivre la roadmap produit. On va pouvoir établir les prochaines sorties en termes de fonctionnalités. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment l'aspect technique. Mais en même temps, on va être capable d'évaluer ces innovations technologiques d'un point de vue business. Donc, qu'est-ce que ça va nous apporter comme valeur d'un point de vue business? Est-ce que c'est des fonctionnalités qui sont très demandées par des clients ou par des prospects? Voilà, on va suivre tout ça et on va pouvoir rapporter ces éléments-là aussi à notre comité stratégique pour en discuter, puis parfois même ajuster si finalement on considère qu'on n'a pas fait les meilleurs choix stratégiques. Donc ça, vraiment, c'est sur les tableaux de pilotage, c'est essentiel et encore une fois, le CoStrat nous a bien aidé à mettre ça en place. Alors, deuxième domaine, le reporting investisseur. Reporting investisseur. C'est important quand on est investisseur, bien sûr. Avoir de l'information sur ce qui se passe. Alors, comment tu fais? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, je distinguerai finalement deux reportings différents. Il y a le reporting investisseur, donc pour tous nos investisseurs. Là, ça prend la forme très simple finalement d'une newsletter. Donc, dans cette newsletter, tous les mois, on va communiquer justement les key metrics, principalement sur les metrics les métriques autour du commercial et du financier. Mais on va aussi parler des événements majeurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois chez Canel? Et puis, on ne va pas hésiter à demander de l'aide. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, un conseil s'il y a des investisseurs qui veulent savoir comment interagir avec les startups ou comment leur conseiller d'interagir. Et bien, nous, tout simplement, tous les mois, on demande de l'aide. On explique
où est-ce que vous pouvez nous être utile, et c'est ultra valorisant pour vous. Et puis pour nous, ça nous apporte beaucoup et ça nous a ouvert des deals, pas mal de choses. Donc ça, c'est le premier reporting. Donc finalement, c'est assez simple. C'est pas quelque chose qui est ultra chronophage de notre côté et ça nous apporte en général plutôt des coups de pouce. Et ensuite, il y a le reporting pour le comité stratégique. Là, c'est forcément un peu plus costaud. C'est là où on a tous les tableaux de pilotage et puis bien plus encore. Et donc là, voilà, on a toutes ces métriques plus poussées et c'est ça qu'on va communiquer à notre comité stratégique. Alors, parlons un peu justement des structures de gouvernance. Alors, sur les structures de gouvernance, il y a forcément une structure plus interne. Donc, ça correspond à ce qu'on peut appeler le CODIR, peu importe. Nous, on l'appelle le Funders Meeting. Donc, c'est vraiment un Funders qu'on va avoir, on l'appelle le Funders, mais donc c'est un meeting qu'on va avoir toutes les 2 semaines où nous, les 4 cofondateurs, on se retrouve, on discute de tous les sujets stratégiques du moment et on prend des décisions. Donc, comme ça, on est sûr qu'il n'y a jamais plus de 2 semaines qui passent avant de pouvoir prendre une décision si elle a vraiment besoin d'être collégiale. Et bien sûr, il y a notre comité stratégique. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Comment est-ce qu'il est composé déjà ? Ça ne paraît pas forcément évident à tout le monde. Donc là, il est composé de 4 investisseurs de notre côté, dont Olivier, bien sûr, qui est là aujourd'hui. 3 de ces investisseurs représentent des réseaux de business angels et un investisseur est un business angel indépendant. Donc on a ces 3 membres-là avec des compétences complémentaires. Nous, on choisit aussi les membres de notre comité stratégique pour ajouter de la valeur et permettre de challenger les sujets. Et on est aussi, le comité stratégique est aussi composé de 3 des 4 funders. Et donc, comment ça s'organise ? Tous les 2 mois, on va avoir une réunion. Ça arrive qu'il y ait des échanges intermédiaires s'il y a besoin. On fait au maximum en sorte d'envoyer toute la présentation avec les KPIs à minima 2 jours avant le comité stratégique. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet à notre co-strat de lire, de digérer et surtout de nous faire des retours, leurs réactions, les points à creuser. Et ce qui fait qu'on a un comité stratégique qui est vraiment dynamique et qui n'est pas une lecture basique. Et donc, ça se déroule en visio. Alors, c'était déjà le cas avant et puis c'est encore plus le cas maintenant. Ça dure 1h30, 2 heures, un peu en fonction des sujets. Et puis, tout simplement, on déroule tous les points qu'on veut challenger avec vraiment un bâton rompu. On se prive pas de partager les bonnes nouvelles, les moins bonnes nouvelles, etc. Et puis, on se donne surtout les objectifs, un peu nos milestones d'ici le prochain comité stratégique. Et on peut prendre quelques exemples concrets ? Alors, exemple concret. Donc, moi, il y en avait 2 dont je voulais vous parler. Qui sont très différents l'un de l'autre, mais qui sont révélateurs de qu'est-ce qui peut se passer en comité stratégique. Le premier, c'est sur les recrutements. Comme beaucoup de startups, on a fait des erreurs énormes de recrutement. Ça arrive. On s'est précipité juste après notre levée à recruter des membres d'équipe et assez rapidement, on a vu qu'en fait, ça ne matchait pas. On n'avait pas les mêmes valeurs, on n'avait pas les mêmes ambitions, etc. Mais ce n'est pas évident quand on a recruté plusieurs personnes de prendre une décision radicale. Là, on a vraiment sondé le comité stratégique avec notre ressenti, le pour et les contre. Et ils nous ont soutenus dans la décision qu'on avait envie de prendre de se séparer en fait, d'une grande partie de l'équipe. Et donc, avec l'appui du comité stratégique, on a tout simplement viré notre équipe sales qu'on avait construite. Et c'était une super décision. On a bien sûr reconstruit depuis très rapidement après une nouvelle équipe sales qui est top et qui délivre très bien. Et ça, c'était vraiment important d'avoir leur soutien, leur expertise et même d'un point de vue légal, d'avoir les bons feedbacks. Je suis en conférence là, il y a 60 personnes qui regardent. Deuxième point. Alors moi, j'ajoute deux sujets et peut-être qu'on pourrait aussi dire que tu nous as parlé de la structuration comptable. En termes
bon, on avait des reportings financiers, mais finalement, on a constaté, et là, c'est peut-être ma culture de gestionnaire, qu'on avait des choses très comptables. Il fallait attendre que les factures soient enregistrées, que les choses soient passées, etc. Alors qu'en termes de gestion, on cherche des prévisions. On n'est pas certain d'avoir une facture qui rentre, d'un client qui rentre, mais on a besoin de cette prévision. On a besoin de prévision de trésorerie. On travaille beaucoup plus sur le cash que sur la compta et sur le résultat. Et donc, le fait d'amortir ou d'immobiliser, ça ne nous intéresse pas du tout. Voilà, et on a beaucoup poussé Quentin dans ce sens-là, et donc c'est les sujets sur lesquels on est intervenu. Et puis, deuxième sujet sur lequel on intervient assez régulièrement, c'est la stratégie de levée, parce qu'une start-up à forte croissance, puisque Canel est de l'ordre, enfin hors la période Covid, de l'ordre de 15% de croissance mensuelle. Ça suppose quand même du cash, et donc de préparer la prochaine levée. Et donc, quel est le bon moment? Allons-y, n'y allons pas, c'est trop tôt, c'est trop tard, il faut pousser les feux, enfin, etc. Donc, on intervient aussi pas mal là-dessus. Puis, j'ajouterais peut-être aussi sur les questions de marketing, parce qu'on a quand même dans le comité stratégique deux grands spécialistes de marketing, Sylvain Éché et Daniel Coutinho, INSEAD bien sûr, qui interviennent beaucoup sur les channels, sur les stratégies, sur le positionnement de marque, sur, comme tu l'as dit, sur la stratégie de croissance. Tout à fait. Est-ce que tu veux que je complète avec un point? Oui, vas-y, je t'en prie. Un autre point, donc ça, ce que tu as dit, c'est très, très vrai et c'est très utile. Et sur un point stratégique qui se rapproche finalement à ce dont tu viens de parler sur le marketing, il y avait vraiment le choix de la stratégie des cibles initiales. Canel, c'est une solution qui peut se vendre aux petites boîtes, aux grandes boîtes, à tout le monde, mais il faut faire un choix. Et du coup, nous, notre positionnement initial, c'était d'aller vers les grands groupes. Mais donc, on a vraiment évalué le potentiel d'aller vers un grand groupe versus plutôt aller vers des PME, des startups. Voilà, c'est un gros choix à faire initialement parce qu'on ne peut pas mener les deux combats de front. Et vraiment, on a bien travaillé ce sujet ensemble et on a pris la décision d'aller sur des grands comptes. Et aujourd'hui, on pense que c'était la bonne décision, du moins pour commencer. OK. Alors, peut-être là-dessus, donner le point de vue de l'investisseur, parce que on a dit beaucoup de choses, hein, et moi, je peux confirmer que tu as l'air de dire que c'est très simple de faire un reporting financier mensuel, etc. Ce n'est pas le cas. Je te dis, on a investi dans une quinzaine de startups. Si j'en ai 5 qui font un bon reporting, c'est bien. Si j'en ai 5 autres qui font de temps en temps du reporting, puis j'en ai sûrement 5 où il n'y a aucune info, quoi. Même si dans le pacte, il avait été dit qu'il devait faire de l'info. Alors après, on hurle, enfin, etc. Mais c'est très bête du point de vue de la start-up, parce que la relation avec l'investisseur est dans la durée. Quand on reparlera d'une nouvelle levée, l'investisseur jouera un rôle majeur. Donc, c'est important. Et donc, je dirais que l'interaction à l'intérieur du comité stratégique, c'est aussi pour ça qu'on a choisi Canel ce soir, elle est réelle. Et donc, du coup, peut-être lever un mythe par rapport au comité stratégique. Un comité stratégique, c'est pas un conseil d'administration. Hop, je suis perdu dans mes slides. Voilà. C'est pas un lieu de contrôle et de censure, c'est d'abord un lieu de conseil. Et du coup, c'est ce qui est plutôt sympathique pour un investisseur, c'est qu'on apporte notre expérience aux fondateurs et au comité stratégique de Canel, on est écouté. Et qu'il y a des vraies décisions qui sont prises dans des comités stratégiques et des vrais changements de position. Tu citais l'exemple, bien sûr, des PME et des grands groupes. Vous êtes arrivé avec l'idée de dire qu'il fallait faire une stratégie vers les PME parce que vous alliez prendre les cartes bancaires et tout ça. Et Grégory et Sylvain, notamment, qui ont cette expérience-là, vous ont dit, attendez, vous allez dépenser un argent marketing énorme pour une marge très faible. Vous allez générer énormément de difficultés. Concentrez-vous d'abord, écrémer le marché des grands groupes et vous verrez les PME avec un bas prix ultérieurement. Donc, on a vraiment ce rôle dans le comité stratégique. Alors, peut-être continuer, j'avais anticipé sur les slides, sur les outils dont dispose l'investisseur voilà. On a d'une part, on s'appuie bien sûr sur le reporting. D'autre part, on a le pacte d'actionnaires à notre disposition. Alors, un pacte d'actionnaires, c'est, j'allais dire, presque comme un contrat de mariage. Normalement, on ne s'en sert pas, sauf au moment de la dissolution.
mais c'est quand même très important de pouvoir s'appuyer. On peut s'appuyer en cours de route sur un certain nombre de choses. Il faut qu'il soit équilibré. Il ne s'agit pas d'aller vouloir tout contrôler. Le comité stratégique, il n'est pas là pour valider tous les recrutements, etc. On ne fait pas du micromanagement, évidemment pas. Il ne faut pas des BSA ratchet qui détruisent le fondateur si jamais il y a besoin d'un bridge. Voilà, il faut que ce soit équilibré, mais c'est vraiment un outil important. Et puis, bien sûr, ce dont j'ai parlé, les nouveaux tours, les futurs levées, c'est là où l'investisseur pourra à minima voter avec ses pieds, c'est-à-dire en tout cas ne pas participer s'il n'est pas content, et s'il est content, il pourra participer. Et ça sera un gage de confiance très important pour les nouveaux actionnaires. Voilà. Alors peut-être quand même, puisqu'on a dit avec Patrick qu'on parlait en transparence, quelques points de progression. On peut en citer peut-être quelques-uns, vas-y. Ouais. C'est vrai qu'un des points notamment dont on discute beaucoup au CoStrat, et ça fait plusieurs CoStrat et on met en place des stratégies, on teste des choses, mais c'est vrai que nous, chez Cannelle, on essaye de démontrer un upsell chez nos clients. Donc, c'est un système de licence et on essaye de montrer qu'on vend de plus en plus de licences. Donc ça, c'est un des points sur lesquels on est encore en train de faire nos armes, de trouver les bonnes stratégies, les bonnes manières de faire. Et c'est effectivement un élément très important parce que ça démontre la profondeur du marché et de montrer que quand on est chez un compte, on peut, au fur et à mesure du temps, bien grandir et augmenter forcément la valeur du panier de ce client-là. Donc ça, c'est un des points dont on parle beaucoup et qu'on essaie d'améliorer. Et puis moi, j'en citerai un autre, c'est les outils de pilotage financier, parce que Quentin, encore une fois, il est super. Alors, c'est un spécialiste d'Excel, donc il nous présente des tableaux. Il y a 3-4 tableaux dans la même page avec 3-4 lignes et plein de colonnes et telle hypothèse, et si le MRR croît, et si le MRR croît pas, et si le chiffre d'affaires à un moment il fait ça, et si le déconfinement plus tôt, plus tard, et machin. Et alors, évidemment, on est perdu. Donc, on travaille avec lui pour améliorer quand même les outils de pilotage financier et il y a sûrement encore un petit progrès à faire. Voilà, peut-être que pour respecter le timing, le temps est venu de conclure. Juste dire que vous avez compris, je pense que Cannelle nous paraît une société tout à fait intéressante et que la croissance est là, que le MRR, Carole m'avait dit, elle vise 50 K d'euros de MRR en septembre et du coup, probablement qu'elle va se lancer dans le nouveau tour, une série A. C'est encore à préciser, mais ça devrait se faire, lever plusieurs millions pour vraiment booster le développement, peut-être enfin aborder le marché des PME, on ne sait pas, mais des choses intéressantes. Et donc, je pense qu'un certain nombre d'investisseurs pourront suivre dans ce tour. Voilà. Et puis, à partir de là, peut-être que, sauf si, Carole, tu veux ajouter quelque chose, on est ouvert aux questions. Non, je suis d'accord avec toi. C'est parti pour les questions, sans tabou. Alors, je vais vous remonter les questions et j'encourage tout le monde à continuer à les poser dans la zone qui est en bas à droite, Q.R. C'est comme ça que c'est le plus facile de les remonter. Il y a eu plusieurs questions qui semblent converger autour de l'expression quelle est la maturité de la startup quand elle va vers les business angels et côté business angel, à quel moment c'est le bon moment de venir présenter un dossier? C'est quoi ce moment magique où on peut se rencontrer, votre perspective à l'un et à l'autre? Je me lance, Olivier? Si tu veux. Ok. Alors, je pense que c'est vraiment c'est un peu le nœud épineux de la relation, du moins au départ, parce qu'une startup, elle a toujours vocation à y aller assez tôt. Dès qu'elle voit les premiers frémissements de l'activité, elle a envie d'aller voir des business angels. Et puis les business angels, forcément, ils ont toujours intérêt à attendre un petit peu plus, d'avoir des signaux encore plus positifs, etc. Je pense que le bon entre-deux, alors tout dépend bien sûr de la nature de la startup, de ce qu'elle vend. Bon, voilà, c'est très très relatif. En tout cas, moi, ce dont je peux parler, c'est du SaaS, donc du logiciel. Nous, on a été voir les investisseurs à partir du moment où on a validé qu'on avait une bonne dizaine de clients, grands comptes, qui utilisaient la solution, qui en étaient contents, qui étaient prêts à témoigner auprès de nos investisseurs, donc qui aimaient tellement la solution que quand on leur expliquait qu'on allait lever, on leur demandait est-ce que vous voulez bien parler à nos investisseurs,
qui étaient ravis de prendre des coups de fil, de prendre 1 heure de leur temps pour aller dire ce qu'ils pensaient de bien de Cannelle. On a attendu ce moment-là pour aller voir les investisseurs, en tout cas les business angels. Et bien sûr, il y avait une attente des business angels de voir ce nombre de clients continuer à augmenter. Donc ça a vraiment été ce jeu de on vous montre qu'on en a déjà quand même une dizaine. Donc voilà, on démontre qu'il y a un vrai marché, un potentiel. Et puis, le temps que ça dure, les quelques mois de la levée, arriver à démontrer que ça continuait. Je dirais que ça a été en tout cas, nous, le bon timing. Et toi, Olivier, côté investisseur, à quel moment c'est mûr pour y aller, quoi? Donc peut-être préciser que je fais partie du comité de sélection d'INSEAD Business Angel. Donc on voit, je crois, 30 dossiers par mois à peu près sur Gust. Et finalement, on les prépare pour les séances de pitch. Donc on en choisit 5 sur 60 à peu près. Donc ça veut dire qu'on voit beaucoup de dossiers. Après, j'ai d'autres sourcing. Et du coup, on voit toute espèce de dossier, mais ceux que l'on retient, je dirais, sont d'abord des startups qui, au minimum, ont fait un proof of concept. Ça, c'est le minimum. Si possible, un début de commercialisation. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux de prouver l'attraction, de prouver la capacité commerciale, je dirais, des fondateurs, enfin, ou des porteurs de projets. Et sans doute pas trop tard, mais de toute façon, à un moment, il faut assez rapidement du cash. Ce qu'on trouve parfois, c'est des gens trop prudents qui disent « Ouh là là, alors j'attends, et puis alors je veux lever 2 millions, parce que comme c'est beaucoup de travail de lever de l'argent, j'en lèverai plus pendant 4 ans. » Donc ça, on est régulièrement amené à leur expliquer que non, c'est pas la bonne méthode, qu'il faut en lever peut-être 500 000 au départ sur une valeur plus basse, et puis en relever 2 millions 2 ans après sur une valeur beaucoup plus élevée. Voilà. Donc je pense que c'est de fait, quand on commence à vendre, quand on a juste l'idée, le love money est probablement plus adapté que le business angel. Juste l'idée. En général, tout le monde se fait bananer dans les réseaux de business angels si on se présente juste avec une idée. Alors, merci. Il y en a une autre, et je continue à poser les questions. Il y en a une autre qui m'est venue, non pas sur le chat ici, mais par WhatsApp. C'est, Olivier, tu as très brièvement évoqué le pacte d'associés. Carole, je ne sais même pas si tu as utilisé ces 2 mots dans la même phrase. Et pourtant, pour la personne qui me pose la question, c'est un peu le sentiment que c'est waouh, c'est un truc monstrueux, c'est extrêmement compliqué, c'est un gros travail juridique. Alors pourquoi tant d'efforts pour quelque chose que vous n'avez que si peu évoqué? Je dirais qu'on l'a peu évoqué parce qu'on a parlé de gouvernance et que finalement, c'est un outil assez peu utilisé en termes de gouvernance. Il évoque souvent de façon d'ailleurs assez identique le rôle du comité stratégique. Alors après, on peut pinailler de savoir si on va valider les recrutements de plus de 70 000 € annuels ou de 50 000 € annuels ou de 100 000 € annuels. Enfin, moi, je trouve pas ça intéressant. Là où il y a des clauses qui me paraissent extrêmement importantes dans un pacte d'actionnaires, je suis en train de préparer pour INSEAD Business Angel un document dans lequel je détaille toutes les clauses et on est en train de mettre en place des exemples de term sheets qu'on peut envoyer à des sociétés dans lesquelles on veut investir. C'est vrai que c'est quelque chose de très technique, honnêtement, et c'est très piégeux parce qu'on peut très vite faire des erreurs. On n'a pas les moyens à INSEAD Business Angel de prendre un avocat, mais je pense qu'il y a des modèles qui existent, qu'on peut s'appuyer sur des expériences et peut-être que c'est puisqu'on peut aussi parler de point de progression, pour l'association INSEAD Business Angel, de mieux appuyer nos membres quand ils doivent investir sur la partie pacte d'actionnaires à travers des bénévoles qui ont cette expérience. Et toi, Carole, ta perspective, tu l'as réouvert ou il est rangé sur une étagère dans Dropbox ou Borehouse Alors, je trouve que c'est effectivement un des sujets qui est hyper crucial. On n'en a pas forcément énormément parlé, effectivement, parce que, comme l'a dit Olivier, c'est un peu un sujet où, tant qu'on n'est pas encore sur un prochain tour, une nouvelle levée, ou dans la perspective de vendre, ou qu'il n'y a pas un problème,
c'est pas quelque chose que je regarde tous les jours. Effectivement, je me réveille pas tous les matins en lisant mon pacte. Bon, après, on le rouvre de temps en temps quand on va avoir des certitudes sur des points. Et notamment, c'est vrai que la relation avec le comité stratégique enfin, en tout cas, elle est décrite dans ce qu'on doit reporter, pas reporter, etc. Je pense que ce qui est important de savoir sur le pacte d'actionnaires, c'est que, bon, déjà, il est valable pour tous, donc il faut quelque chose qui soit juste. Je pense que de temps en temps, ce que peuvent oublier les investisseurs en se disant je vais mettre toutes les clauses, alors ça n'a pas été le cas pour nous, hein, mais je vais mettre toutes les clauses de protection, etc., c'est qu'il faut quand même réussir à préserver la motivation des fondateurs à faire le business. Si la seule perspective c'est de dire même si je revends ma boîte 100 millions, de toute façon, j'ai peanuts à la fin, finalement, ça va quand même démotiver ses fondateurs. Et inversement, il faut en tant que fondateur, comprendre qu'un business angel met son argent par altruisme, en tout cas par challenge, etc., mais il le met aussi pour un élément financier et il espère bien récupérer, faire fructifier son argent. Et donc, je pense qu'il faut vraiment appréhender ça de manière juste et se dire, est-ce que si j'étais à la place de l'autre, je serais suffisamment sécurisée / incentivée dans la poursuite de l'aventure. Et il ne faut pas non plus que ce soit trop dur au stade business angel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois que la startup lève un tour suivant, le pacte se durcit et que si on a déjà un pacte ultra dur à la première étape, à l'étape VC, on va encore plus devoir lâcher à la négociation. Et ça, c'est bon pour personne, parce que ce n'est pas bon non plus pour les premiers investisseurs qui sont dans la boucle. Donc, je pense que c'est vraiment une discussion et vraiment se mettre à la place l'un de l'autre dans les deux sens pour essayer de faire quelque chose de juste sur l'aventure commune, quoi. Alors, merci. Alors, il y a une question de comparaison de la capacité des BA européens et américains, européens essentiellement français en l'occurrence, à lever des fonds. Alors, lever des fonds, investir. D'un côté, pour toi, Carole, en tant que porteur de projet, est-ce que le marché français du capital est suffisamment important pour ton ambition? Et côté Olivier, est-ce que tu perçois un frein structurel lié à cette capacité? Mais peut-être Carole d'abord, parce que c'est toi qui cherches les fonds. Ok. Alors, c'est un vrai sujet. Je pense qu'il y a des différences énormes d'un marché à un autre, d'un point de vue financement. Je pense que c'est effectivement quelque chose, la connaissance du fait que les marchés anglo-saxons, donc américains et anglais, sont plus porteurs en capital, c'est vrai. C'est souvent vrai. C'est souvent vrai sur les tours les plus gros. Ce n'est pas forcément vrai au niveau business angel. Je pense qu'en France, on a des bons réseaux de business angel et on a beaucoup d'investissements au niveau business angel. La preuve, nous, on n'a pas été chercher en dehors de France pour ce tour-là. Là où on a forcément en tête que sur les prochaines étapes, il y a des très grandes chances qu'à un moment donné, on fasse rentrer des investisseurs non français, du moins des fonds non français dans le tour. Donc, je pense que niveau business angel, on n'a rien à envier, mais après, c'est des poches très, 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 très profondes. La France n'est pas forcément le marché le meilleur sur cette partie-là. Olivier, de ton point de vue? Moi, je pense que la question se pose plus en termes de venture capital que de business angel. Et c'est assez culturel. C'est-à-dire que le marché du venture capital, par exemple en France, il représente à peu près 2 milliards par an. En Grande-Bretagne, il fait 5 milliards. Et en Italie, il fait 200 millions. Donc, il y a un problème culturel. Il n'y a pas un problème du système bancaire italien, ce n'est pas le sujet. La Suisse représente 800 millions. Donc, alors qu'elle est plus petite, je dirais, en proportion, par habitant, elle est plus importante. Donc, on a un côté culturel, certainement, et lié au système bancaire. Voilà. Mais c'est vrai que peut-être que les venture capitalistes français sont, je ne sais pas dire pour les autres pays, mais plus frileux que des venture capitalistes américains. Je me souviens d'un fonds très riche français qui me dit moi j'investis en seed capital. Ah, très bien. Et il me dit moi je n'investis dans aucune société qui fait moins de 1 million de chiffre d'affaires. Très bien. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment du seed. Mais... Ouais, c'est vrai. Et je rajouterais dans ce que tu dis, Olivier, dans la partie culturelle,
qu'il y a aussi des natures de projets qui sont plus ou moins finançables d'un marché à un autre. C'est assez bien connu finalement que le B2C en France est très très difficile. Pour une start-up, on trouve très difficilement des investissements pour une start-up qui fait du B2C, donc du grand public. Là où aux États-Unis, ils le voient toujours comme le futur Instagram, le futur Facebook, à tort hein, souvent, mais ils ont une capacité beaucoup plus importante à financer ce genre de projet. Là où en France, culturellement, on aime plus les projets B2B qui font du cash et sur lesquels on a pu démontrer une traction commerciale certaine avec des entreprises. C'est aussi un point culturel. Alors, il y a une question qui est sur la constitution du comité stratégique. Et la question, c'est pour combien de temps les membres, là en l'occurrence INSEAD-BA, est-il au comité stratégique? C'est-à-dire, quelle est la durée de vie de cette structure? Est-ce que vous la renouvelez? C'est quoi la modalité que vous choisissez en gouvernance? C'est défini dans le pacte. En fait, il y a des membres qui sont désignés par les investisseurs ou par les réseaux, etc. Et il n'y a pas de limite dans le temps. Ce n'est pas comme un mandat dans un conseil d'administration avec une durée renouvelable, pas renouvelable, etc. Et de la même manière, si un réseau décide qu'un tel n'est plus son représentant et que c'est un autre qui est son représentant, eh bien, il sera automatiquement modifié. Ou si quelqu'un démissionne, etc. Donc, il n'y a pas de durée. La pratique, c'est comme la vie normale d'une start-up à forte croissance comme Canel, c'est d'avoir des fonds d'investissement qui vont arriver en série A ou ultérieurement. Eux vont aussi vouloir avoir une place au comité stratégique et donc peut-être qu'à ce moment-là, il faudra céder une place. Je précise d'ailleurs à ce propos qu'il y a quelque chose de relativement rare dans le comité stratégique de Canel, c'est qu'il y a une majorité d'investisseurs. D'habitude, il y a une majorité de fondateurs. Là, nous sommes 4 investisseurs pour 3 fondateurs, mais bon. Mais tu vois, je rajouterais sur ce que tu viens de dire, Olivier, que si nous, on a accepté de le voir comme ça, c'est parce qu'effectivement, on a vu le comité stratégique non pas comme un outil de contrôle et de surveillance, mais plutôt comme un pool de personnes très investies avec des compétences supplémentaires qui pourraient nous aider à challenger et à faire avancer la barque. Et c'est pour ça qu'on a effectivement cette organisation-là. Je vais quand même rajouter un point, Carole, à ce que tu dis, et aller un cran plus loin, un peu par expérience aussi. Il faut aussi voir que les BA sont des gens qui mettent de l'argent et qui en plus viennent travailler gratuitement. Donc, un bon comité stratégique, tel que tu l'as défini, c'est celui qui apporte conseil et aide, des leads, du challenge, tout ça pro bono. Et je pense qu'il faut peut-être le préciser, c'est pro bono, différence avec un conseil d'administration, il n'y a pas de ticket de présence. Et comme vous le faites en visio, il n'y a même pas de café et de petits biscuits. Donc, il faut bien comprendre ça et c'est aussi… on a des… je remonte un petit peu dans les questions. Le focus client, ça revient sur Canel. Tu en as parlé un petit peu, à l'origine B2C, ensuite une envie d'aller vers les petits comptes, dont je me rappelle effectivement, là vous êtes grand compte. Et puis une question tout au début de Thierry, c'était, ben oui, mais là, on parle de start-up aujourd'hui, et est-ce que vous faites quelque chose pour les start-up qui auraient justement besoin de ce type d'outils? Est-ce qu'il y a une offre spécifique dont on peut parler? Alors, effectivement, c'est une très bonne question et donc on en a longuement discuté avec le CoStrat et on l'a évoqué aujourd'hui. On a fait le choix de se concentrer sur les grands comptes parce que entre vendre à un grand compte et vendre à une start-up, c'est pas les mêmes techniques de vente. C'est pas il y en a un où on va avoir beaucoup de digital marketing, dans l'autre on va peut-être avoir plutôt des sales qui vont faire des relations clients. Bref, c'est pas la même approche et donc il a fallu qu'on fasse un choix. On s'est concentré sur les grands comptes. Jusque-là, ça nous va plutôt bien et ça marche bien. Bien sûr, on ne s'est pas privé pour autant de faire une offre pour les startups qui viendraient nous voir. Donc, dès qu'on a des startups qui sont intéressées par du bouche à oreille, pendant un temps, on était à la station F et puis on a déménagé. Bon, forcément, on a gardé des contacts, on a des startups intéressées, il y a du bouche à oreille. Pour toutes les startups qui sont intéressées par Canel et qui nous contactent, on a une offre un petit peu sur l'étagère qu'on propose aux startups. Mais c'est effectivement du bouche à oreille et c'est surtout pas une perte de focus pour nous parce qu'on n'investit pas pour attirer ses clients aujourd'hui. Mais tu ne les refuseras pas si ils viennent se présenter à la porte et exactement. On ne refuse pas de business, donc non, on ne les refuse pas.
Voilà. Non, mais ça peut être des choix. Il peut y avoir un choix stratégique de dire non, je ne prends même pas, même si vous êtes fort sympathique, je ne vous prends pas. J'imagine que ça aussi, vous l'avez évoqué tous les deux, discussion au comité stratégique, et puis aussi c'est une cible mouvante, probablement. Ce qui était vrai hier ne le sera peut-être pas demain ou après-demain, et ainsi de suite. On a une question sur, alors Olivier, peut-être plus pour toi, sur les investissements des BA, mais ça s'applique aussi à Canel, qui est de savoir si c'est un focus principalement français, européen, global. Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique à la fois d'investissement et d'entreprise qui se retrouve là? Peut-être commencer avec toi, Carole. Canel, c'est franco-français ou ça va aller au-delà des frontières? Alors, comme beaucoup de startups, on a vocation à être international. Ce qui est souvent le cas, en tout cas pour les startups françaises, on se concentre sur son marché domestique initial. Et donc, nous, aujourd'hui, on vend principalement en France. Après, ça nous arrive, via nos clients, de vendre dans des filiales à l'étranger. On a déjà des utilisateurs un peu partout dans le monde, mais via des clients qui sont principalement des clients français et des boîtes françaises à la base. Mais bien sûr, on a pour vocation d'aller chercher l'international derrière. Et c'est souvent à ça que sert une série A. C'est d'aller ouvrir des nouveaux marchés. Et surtout, quand on vend du grand compte, ce n'est pas tout à fait comme de la start-up avec du digital marketing où on vend en ligne. Là, comme on vend en partie en ligne, mais il y a quand même des interactions. C'est moins scalable à très court terme d'aller répliquer le business model dans un autre pays. Donc, ça nécessite quand même des fonds. Et Olivier, toi, côté, peut-être au nom de l'ensemble de la communauté, focus, est-ce qu'il y a des focus réels? Je dirais que ça dépend beaucoup des entreprises. Il y a des entreprises dont le marché français strict nous paraît limité pour faire une belle croissance. Et donc, à ce moment-là, il faut, parce que c'est niche, c'est très pointu, etc., il faut s'ouvrir rapidement pour commencer à l'Europe, éventuellement à d'autres pays. Et puis, il y a des entreprises, je pense par exemple à une entreprise qu'on est en train d'instruire, qui fait de l'aide à la personne pour les personnes âgées. Le marché est tellement gigantesque que, je veux dire, quand ils auront fait tout le marché français, ça sera, enfin, toute leur part de marché sur le marché français, ça sera fantastique. Donc, c'est vrai, on regarde quand même en général des entreprises qui sont en capacité de s'ouvrir à l'international. C'est-à-dire que, je ne sais pas si le dirigeant, par exemple, parle pas du tout anglais ou il n'a aucune notion de l'international, on met ça quand même comme point de vigilance, quoi. C'est peut-être aussi lié aussi à la culture des alumni de l'INSEAD qui, par nature, sont très internationaux et vous regardez ça avec un œil peut-être plus global que d'autres. Oui, alors ça, on peut peut-être faire juste de fait une parenthèse là-dessus. Je dirais que, parce que je commence à faire pas mal d'instructions, pas mal de startups, j'en ai fait dans différents réseaux, notamment chez Badge dans le passé, ou Angel Square aussi, et on constate que, en règle générale, les instructions ou les contacts avec les réseaux des alumni INSEAD est extrêmement apprécié des startups parce que nous sommes de cultures très variées, ne sont pas du tout monocolores. Il y a des gestionnaires, il y a des marketeurs, il y a des financiers, il y a des entrepreneurs, il y a toute espèce de personnes. Et du coup, les questions qu'on pose et ce qu'on peut apporter est beaucoup plus varié et de fait, bien sûr, une culture internationale beaucoup plus importante. Donc, souvent, les startups aiment bien travailler avec nous. Mais je vais retourner la question à Carole parce que c'est une question qui nous est posée assez régulièrement. Comment tu as fait, comment vous avez fait pour choisir vos investisseurs? Alors, là, tu parles des réseaux. Hein. C'est parce ouais. que, ouais. Ouais, alors à la fois parmi les réseaux et réseaux et autres options. C'est une question qu'on nous pose très souvent. C'est où est-ce qu'il faut aller, pourquoi, comment? Ouais. Bonne question. Je pense que, alors, encore une fois, chaque réseau, j'apprends rien à personne, mais par sa communication, par ce qui renvoie, là, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça renvoie quand même un message aux membres, aux potentiels startups, etc. Ça va envoyer un positionnement, un message et un positionnement aux entrepreneurs. Et quand on est un entrepreneur, on va chercher des positionnements spécifiques. Si on a un produit très, très tech, on va plutôt chercher un réseau qui est orienté très tech. Si on a un produit qui est plutôt, je ne sais pas, très brick and mortar, et ben on va peut-être chercher des réseaux qui sont plus
orientés vers ces industries-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de comprendre les signaux de chacun des réseaux, de voir ce qu'ils pouvaient nous apporter et de combiner, puisqu'on a encore une fois un produit tech, mais avec une dimension commerciale forte, un marketing à l'international. Finalement, on a essayé de cumuler différents profils. Et c'est bien ce qu'on voit à travers notre CoStrat, c'est qu'on n'a pas du tout 4 profils pareils. D'avoir vraiment une variété avec à la fois des personnes qui soient très orientées sur l'international, des personnes qui soient très orientées sur le stratégique, des personnes qui soient plus orientées sur le legal, et finalement, et aussi des personnes, comme tu l'as dit, qui sont prêts à donner de leur temps, qui ne sont pas dans le chipotage. Voilà, malgré tout, c'est des choses qu'on va percevoir nous, et on va se dire, tiens, c'est des personnes avec qui on va prendre plaisir à travailler, qui vont prendre plaisir à travailler avec nous. Et voilà, et on a essayé de construire comme ça nos choix de réseau, nos choix d'investisseurs pour que ça matche et que nous, on puisse en retirer un maximum de valeur. Alors justement, quand on choisit ces investisseurs, on définit un paramètre qui est important, et la question vient de monter à l'instant, c'est le ticket minimum lors de la levée. Oui, effectivement. Bon point aussi. C'est vrai que nous, on avait mis un ticket minimum. Et finalement, alors, on peut mettre un ticket de n'importe quel ordre, mais ça va renvoyer plusieurs signaux. Déjà, la confiance que va avoir l'investisseur et l'enthousiasme qu'il va avoir dans le projet. Si on veut mettre que 1 000 € alors qu'on peut potentiellement en mettre plus, bon, on se dit que ça veut dire qu'il n'a peut-être pas, soit pas très envie, soit pas très confiance. Et on préfère privilégier des personnes qui mettent des tickets plus importants. Et ça envoie comme signal que c'est des personnes qui ont quand même une capacité de remettre. Ça, c'est quand même un point dont parlait Olivier, mais c'est quand même des sujets où on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut être intéressant à un moment donné d'avoir cette capacité-là auprès de ces investisseurs. Et puis, ça envoie un message d'investissement, pas au sens financier, mais au sens humain dans la start-up. Et donc, c'est vrai que nous, on avait mis un ticket minimum. Je ne sais plus à combien il était, mais je crois qu'il était à 10 000 € pour ticket minimum pour rentrer chez Cali. Alors, sur ce point, souvent, je peux ajouter, Patrick, au niveau du réseau INSEAD-BA, on négocie avec les porteurs de projets qu'ils autorisent l'entrée à 5 000 € pour un certain nombre d'investisseurs membres du réseau INSEAD-BA au titre du fait que tous ensemble, on représente une somme très importante. Et on arrive à avoir des tickets globaux je crois, l'an dernier, le record était à plus de 300 000 €, le ticket global, mais effectivement, c'est assez large. Alors là, on a parlé d'investissement, on va arriver dans les dernières minutes, parce qu'on est un petit peu débordé néanmoins. Une question, c'est, mais quand est-ce que le BA sort? Quand est-ce que, Carole, tu veux lâcher tes BA, enfin tu veux les laisser partir, et Olivier, les BA, toi, ton expérience, c'est quoi le bon moment? Je te laisse commencer, Olivier. Écoute, traditionnellement, on dit que c'est entre 5 et 10 ans quand on peut sortir. Voilà, parfois, tu me parlais tout à l'heure d'un exemple, Patrick, qui a été plus court. Évidemment, souvent, si c'est très court, la plus-value est moindre, mais d'un autre côté, il vaut mieux faire une bonne plus-value en peu de temps qu'une moyenne plus-value en un temps très long. Donc voilà, c'est donc le mode de financement traditionnel, Love Money, Seed Money, Série A, puis Série B, rachat, sortie en bourse, etc. C'est plutôt au-delà de la Série A que sort parfois la Série A. Il y a des fonds qui veulent sortir les BA initiaux. Ou qui le proposent. Qui le proposent. Oui, mais je suis raccord avec toi. Je pense que tout le monde a envie de faire pas trop long et de gagner beaucoup. Ça, c'est le rêve, c'est sûr. Mais de manière générale, bon, avant la série A, de toute façon, personne ne sort en général puisque c'est le premier tour de sortie. Effectivement, pour avoir discuté avec pas mal de business angels, il y a certaines personnes qui souhaitent sortir à des séries A, bon, pour diverses raisons. Mais en général, les BA ont plutôt pour vocation de se dire « j'ai mis mon argent, je sais qu'il va y être entre 5 et 10 ans. Je m'investis pour aider à faire grandir la start-up, mais c'est plutôt ça l'horizon de temps. Et ça peut être soit une série B, soit une série C, soit la revente, soit effectivement, ça peut dépendre de la vie de la boîte. Donc, la réponse, c'est ça dépend, mais il n'y a pas de schéma imposé. En fait, ce système, vous l'avez décrit à plusieurs reprises, il n'y a pas de schéma imposé, il y a des façons de faire, ça dépend du projet, de l'environnement et des personnes, encore une fois, c'est ce que vous avez dit.
On arrive à 18h57. On a fait une promesse à 45 minutes, donc pour une fois, on a dépassé le budget. C'est plutôt sympa. Est-ce que, à moins qu'il y ait une dernière question, je vais vous laisser conclure l'un et l'autre et certainement donner à Carole le tout dernier mot de la fin. Mais avant qu'on se quitte là-dessus, je rappelle une date importante, lundi 6 juillet, prochaine session de pitch. Toi, Carole, tu étais venue le 28 janvier 2019, il n'y a même pas un an et demi. Donc, le 6 juillet, on va avoir une très très jolie sélection et Carole l'avait vu, on a toujours des sélections très variées, on n'a jamais 2 dossiers identiques, ce qui rend la vie très difficile pour choisir et toujours très injuste. Donc 6 juillet, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Et peut-être Olivier un mot et puis Carole pour clore. Alors, d'abord, une question, Patrick. Est-ce que le webinaire a plu ou pas? Ça, on le saura après. Et est-ce qu'il y en aura d'autres sur le même format? Si les retours, moi j'invite les retours des participants. Si les retours sont positifs, si les retours de Carole et d'Olivier, votre propre retour d'intervenant est positif, on aura certainement une nouvelle session, probablement plutôt vers le mois d'octobre, après la session de septembre, avec une autre thématique et probablement, si c'est celle-là, avec comment se faire racheter. Puisque ça fait partie des exits. Il y a une façon, voilà, comment se faire racheter, ce sera probablement la prochaine, voilà, en octobre. D'accord. Alors donc peut-être pour conclure, redire, au cas où certains ne l'auraient pas compris, que moi je trouve très satisfaisant notre investissement dans Cannelle, qu'elle est pour moi une des pépites de notre portefeuille, et que c'est probablement aussi lié, c'est bien entendu lié à la personnalité de Carole, la qualité de l'équipe, etc., mais probablement aussi lié à la qualité des interactions au sein du comité stratégique et à la valeur des autres membres du comité stratégique qui vraiment apportent beaucoup. C'est vraiment des échanges très, très constructifs. Cool. Merci Olivier. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Moi, en tant qu'entrepreneur, on a envie de prendre plaisir puisqu'on se fouette au quotidien pour faire grandir la boîte. Donc, on a aussi envie de prendre plaisir aux relations de travail qu'on a. Et nous, on est content d'avoir construit un comité stratégique qui est bienveillant et qui nous challenge. C'est vraiment ce qui nous fait avancer. On espère qu'on ira très très loin et qu'on emmènera nos investisseurs avec nous. Et si vous cherchez à faire de la vidéo, vous savez où aller chercher. Merci beaucoup Carole, merci Olivier, merci à tout le monde d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous juillet, prochaine session de pitch, et puis avec des sessions de retour d'expérience et de partage d'expertise comme celle-ci. Et puis n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Certaines questions on n'a pas pu y répondre, on pourra les prendre offline ou vous mettre en relation avec Carole si ça ne te dérange pas, et Olivier. Ce sera sympa. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.